Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Sidia Touré, président de l'UFR en Guinée. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, le président Hollande a reçu plusieurs chefs d'État à l'Élysée, notamment le président de votre pays. Vous auriez pu être à sa place, à M. Condé. Ben oui, écoutez, les élections sont terminées. C'est une page que nous avons essayé de tourner. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est au moins, comme les pays autour de la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, c'est d'aller aux élections législatives et de finir la transition afin de nous attaquer aux problèmes essentiels qui minent la société guinéenne. Et dont le principal pour moi reste le problème de développement économique et social et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Justement, quand le président Condé a été élu, on a parlé de l'année zéro de la Guinée. Aujourd'hui, nous en sommes où? Je crois que c'est à l'année moins quelque chose qu'il va falloir situer à un moment donné. C'est vrai que c'est une élection qui a donné beaucoup d'espoir. Je ne parle pas de l'élection en tant que telle, mais du fait qu'on est sorti d'une transition et qu'on avait un gouvernement civil qui devrait être un gouvernement ouvert, consensuel et qui aurait dû permettre effectivement de bénéficier des potentialités dont dispose la Guinée et de l'ouverture qui se faisait vers l'extérieur. Beaucoup de gens avaient estimé que c'était effectivement l'année zéro. Il y avait un potentiel de croissance qui devait nous amener très rapidement à améliorer nos infrastructures, à relancer l'économie du pays. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être que c'est la faute aussi, comme dans les grandes économies internationales, à la conjoncture qui est vraiment défavorable avec les différentes crises qui se sont succédées. Non, nous avions un minimum qui devrait permettre d'aller de l'avant. Pour vous donner un exemple, voilà un pays qui avait des financements extérieurs. Si on avait fini les élections, on avait le 10e Fed que nous risquons de perdre si d'ici la fin de l'année, nous ne faisons pas les élections. C'est quelques 150 millions d'euros. Nous avions des financements extérieurs qu'on a reçus. La Guinée n'a eu comme capacité d'absorption que 23% de ces sommes-là en 2011, comparativement à 91% au Sénégal. C'est à dire que la faute ne vient pas du fait que l'argent n'était pas disponible, c'était le fait que le gouvernement en place n'a pas la capacité de faire le travail qu'on lui a tout simplement confié. Et si je suis votre raisonnement, même le fait que la Guinée ait finalement atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, ne changera pas grand-chose à la situation. Non, d'abord, on ne l'a pas encore atteint, c'est un processus. Vous savez, c'est 2 fois 3 ans qu'il faut pour finir avec le PPTE. De mon temps, j'avais lancé ce programme en 1997 et en arrivant à 2000, on avait déjà atteint le point de décision. Il restait donc 3 années, donc 6 semestres de réforme. Ça a pris 12 ans au lieu de 3 ans que j'avais fait dans la première partie. Depuis l'arrivée de ce gouvernement, il ne restait plus qu'un semestre de réforme à faire. Et je crois que ça, ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas tout. Le PPTE, ce n'est pas de l'argent frais que vous recevez. Ça vous donne la possibilité d'utiliser, comment vais-je dire ça, les ressources qui devraient être affectées au service de la dette, mais dans le cadre de programmes, dans le cadre de projets qui ont été élaborés avec des appels d'offres. C'est tout ce qu'on ne sait pas faire en Guinée à l'heure actuelle. Tout ce qui se fait comme financement de travaux se font de gré à gré, surtout dans l'opacité la plus totale, avec une administration qui a été complètement envahie par les militants du parti au pouvoir. Donc le résultat, vraiment, n'est pas étonnant. Par ailleurs, il y a aujourd'hui une vraie fixation, un abcès de fixation qui est ces élections législatives qui n'arrivent pas à être organisées. Mais le président Condé à cela répond que ce n'est pas lui qui tient le calendrier électoral, c'est la commission électorale qui a été constituée bien avant lui. Il n'en est pas responsable. Non, je crois qu'il faut arrêter de s'amuser avec des choses qui sont aussi importantes et déterminantes pour la vie d'un pays comme la Guinée. J'ai dit que ces élections étaient une opportunité. Depuis la mort du président Condé, nous sommes dans la 4e année de la transition dans notre pays. Partout autour de nous où il y a eu l'élection présidentielle, les législatives ont suivi très rapidement. Le cas au Sénégal, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'était le cas même en France ici dernièrement, le cas du Niger. En Guinée, nous avions exactement le même processus.
Et au mois de mars de l'année dernière, en 2011, on avait arrêté ce processus de recensement qui devait nous amener aux élections en septembre. C'est Alpha Condé qui a décidé au mois d'avril 2011 de faire non pas la révision de la liste qui avait servi à son élection, mais de faire un nouveau recensement avec une société qu'il a fait venir d'Afrique du Sud, sans appel d'offres, dans l'opacité la plus complète, disons, en associant personne, avec des kits qui ont été importés à grands frais, 16 millions d'euros, qui ont été payés par le gouvernement guinéen, sans appel d'offres également, avec, disons, une réforme de la CENI, auquel les partis politiques n'ont pas participé. Voilà les raisons profondes du retard des élections en Guinée, parce que quelqu'un a décidé de se faire un fichier électoral à lui. Sinon, on avait un fichier qui avait servi à l'élection présidentielle dont il a profité. J'estime que la moindre des choses, c'était de dire, bon, continuons et finissons les élections. C'est la volonté de changement de ce fichier avec un nouveau fichier à partir d'une société que nous ne connaissons pas, à partir d'une CENI qui a été complètement manipulée, changée, sans l'avis des partis politiques. Voilà pourquoi la Guinée est dans cet état aujourd'hui par rapport à ces élections. Mais lui, il répond que la CENI est divisée en trois, avec une part pour les partis politiques, une part pour la société civile, l'opposition, je voulais dire, et puis le parti majoritaire, qu'il n'était pas à l'époque quand elle a été constituée. Mais je dis, la CENI telle qu'elle était au moment où on a fait les élections présidentielles, c'est lui qui l'a changée. Les deux représentants de l'administration ont été changés avec un décret qu'il a signé, ce qui est totalement contraire à la loi. La totalité des partis qui étaient représentés et qui ne sont pas aujourd'hui dans l'opposition ont rejoint la mouvance présidentielle avec, pour des raisons que je ne vais même pas expliquer, parce qu'il y a eu des problèmes d'argent et tout ce qui s'ensuit. La réalité aujourd'hui, sur 24 membres de la CENI, 4 ou 5 ressortent de l'opposition. La loi est très claire. La loi 013 dit que la CENI est composée de telle façon qu'il y a 10 représentants du parti au pouvoir et 10 représentants de l'opposition. Donc on a demandé cette recomposition de la CENI. On ne peut pas dire que cela ne peut pas se faire, puisque je vous dis, déjà au niveau de l'administration, ce changement a été fait. Mais on a fait mieux que ça. Les démembrements de la CENI, c'est-à-dire les représentations de la CENI à l'intérieur du pays et dans la ville de Conakry, ont été changés et nous avons des proportions aujourd'hui de 80% pour le parti au pouvoir et 12% pour l'opposition. Quand on sait que ce sont ces démembrements qui nomment les présidents de vote, des bureaux de vote, qui nomment les scrutateurs, qui transportent les résultats des élections du bureau de vote à la centralisation, vous comprenez pourquoi nous disons revenons à la loi et discutons de telle façon à ce que la représentation soit conforme à ce qui est prévu par la loi guinéenne. Donc chaque chef d'État conscient des difficultés, des enjeux dans son pays, à mon sens, trouverait une solution à ces questions-là. Si vous avez changé, vous voulez changer le fichier, vous voulez changer la CENI, oui, vous n'aurez pas d'élection. C'est dans cette attitude que le président guinéen s'est enfoncé. Voilà pourquoi nous sommes bloqués. Dans le camp de la majorité, c'est généralement ce que l'on entend dans les majorités, c'est que la critique est facile, l'art est encore plus difficile. Si vous aviez été à sa place aujourd'hui, quelle solution auriez-vous trouvé pour une tenue d'élections législatives rapide et conforme au délai prévu? Je dis, nous avions la solution avec le séminaire qui a été organisé à Kinya au mois de mars 2011. Séminaire qui a été convoqué par la CENI, avec les bailleurs de fonds, avec les partis politiques. Nous étions tous d'accord que nous avions un fichier électoral consensuel avec une CENI consensuelle, à l'époque présidée par M. Sangaré, le général Sangaré du Mali. Mais à l'époque, personne n'avait été encore touché. Nous avions 3 800 000 électeurs qui avaient leur carte biométrique, 460 000 qui avaient leur carte alphanumérique et qu'il fallait changer en carte biométrique. La révision aurait été terminée en septembre, on aurait eu les élections législatives. C'est Alpha qui a décidé tout seul de mettre de côté le fichier électoral qui a servi à son élection à la présidence et de vouloir concocter un nouveau fichier. Voilà d'où vient le problème guinéen. C'est ainsi que la société sud-africaine Waymark est arrivée en Guinée avec de nouveaux kits, avec une volonté de faire un recensement, ce qui est contraire à la loi. Si j'étais à sa place, je crois que je ne me serais pas engagé dans ce processus-là, parce que je dis, cela va faire 4 ans que nous sommes dans la transition en Guinée, les enjeux sont importants. Je crois que j'aurais consacré plus de temps aux discussions avec les partis politiques et je crois qu'on aurait réglé cette question en 2011 et on se serait attaqué aux problèmes réels de notre pays.
Pour revenir aux marchés qui sont passés de gré à gré, quand on n'a pas une Assemblée nationale qui peut, par exemple, entendre et dire le droit, on est obligé, par exemple, de faire que l'un des pouvoirs qui est élu, qui a la légitimité populaire, se prononce, notamment sur les passations de marché. Non, je crois que les passations de marché ne peuvent pas se faire de cette manière parce que ce n'est pas l'Assemblée qui fait cela. Il y a, disons, un code des marchés en Guinée, il faut le suivre. Ce code des marchés est très clair. Il y a des dossiers, il y a un appel d'offres et puis bon, un dépouillement. Ensuite, on sait à qui on a attribué les marchés. Quand vous tournez le dos à tout cela, effectivement, vous êtes dans l'illégalité la plus totale. Mais en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, nous n'avons pas d'assemblée, mais nous avions prévu dans la constitution actuelle, pendant cette période transitoire, d'avoir un Conseil national de transition. Si vous avez suivi l'actualité en Guinée, j'ai demandé il y a 2 mois la dissolution de ce Conseil parce qu'il ne faisait pas le travail qui leur était demandé, à savoir contrôler l'action gouvernementale. Apparemment, ça commence à changer. Cela a été nécessaire parce que nous avons trop de dossiers qui reviennent aujourd'hui sur le plan économique et qui font l'objet réellement de grandes inquiétudes en Guinée. Depuis l'arrivée de ce gouvernement, les choses ont commencé par le port autonome de Conakry, qui a été arraché à un opérateur pour être donné à Bolloré. Ensuite, on a eu 16 millions d'euros qui ont été versés par la compagnie Areba MTN, qui ne sont jamais rentrés au trésor. Cette société Wemark d'Afrique du Sud est arrivée en Guinée sans appel d'offres. Des kits ont été achetés pour 16 millions d'euros, alors qu'on nous avait dit au départ que c'était un don du gouvernement sud-africain, ce que le gouvernement sud-africain a démenti. Il y a eu le problème des 700 millions de dollars qui ont été versés par Rio Tinto. Nous savons qu'une partie a servi à combler le déficit budgétaire. Mais 120 millions de dollars ont été donnés à une société chinoise pour construire un barrage de 500 millions de dollars qui n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres. On ne peut pas imaginer. La société Moudabala, qui est une société de Dubaï, devait reprendre 23% des actifs de la Guinée à la Compagnie des bauxites de Guinée, qui est la société mère dans le domaine de la bauxite en Guinée, sans appel d'offres, sans discussion avec le Parlement, et ça a été arrêté in extremis. Dernièrement, vous avez suivi, le Sunday Times à Londres a révélé qu'un contrat de 25 millions de dollars avait été passé avec le gouvernement guinéen et une structure sud-africaine. Cet argent, on ne l'a jamais retrouvé au Trésor. Et lors des auditions du ministre des Finances, on s'est rendu compte que 150 millions de dollars avaient été empruntés également à l'Angola. Donc vous avez énormément de dossiers comme ça sur la table. Et nous commençons à nous rendre compte qu'il y a beaucoup de corruption dans le système et ça, c'est vraiment inquiétant. Vous avez quand même réussi un tour de force aussi dans votre gouvernement, celui de débaucher un ancien ministre français, Bernard Kouchner. Et puis de l'autre côté, vous êtes en France, vous n'allez peut-être pas être reçu par François Hollande, mais vous rencontrez la communauté guinéenne. Quel discours par rapport à cette communauté guinéenne et quel commentaire par rapport à Bernard Kouchner en Guinée? Écoutez, Kouchner, c'est l'expression même de ce qu'on appelle France-Afrique. On a l'impression que cela se passe à mais ça, c'est le cas typique de quelqu'un qui s'est inséré dans le processus électoral en Guinée pendant qu'il était ministre des Affaires étrangères en France ici, qui est l'un des artisans de tout ce qui s'est passé pendant la transition en Guinée, notamment en ce qui concerne l'élection présidentielle, et qui continue d'être actif sur le terrain. C'est vraiment l'expression de ce que les Africains rejettent aujourd'hui. Des gens qui arrivent en Afrique et qui veulent vous apprendre à faire des choses qu'ils ne savent pas faire chez eux-mêmes. Donc la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la communauté, c'est d'expliquer cette situation de la Guinée et de leur demander, de leur dire à quel point il est important de continuer de faire pression pour que nous sortons de ce processus électoral, donc de la transition, afin que les Guinéens s'attaquent aux problèmes réels du pays. Et je crois que le gouvernement guinéen actuel doit se rendre compte que ce système ne peut pas continuer de perdurer. Surtout s'il est doublé de corruption tel que je viens de le définir. Donc c'est notre préoccupation principale. C'est le message que je vais passer à nos compatriotes. Et je dis à la rentrée, d'ici le mois de septembre, si nous n'avons pas de solution, nous reprendrons les marches. Merci, M. Touré. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.